Catherine Gentil, est-ce qu'on sait si Vladimir Poutine affiche une foi, une grande ferveur chrétienne, mais est-ce qu'il croit vraiment en Dieu? Alors ça, j'ai pas une relation suffisamment fusionnelle avec Vladimir Poutine pour savoir s'il est un croyant sincère ou pas. Est-ce qu'on sait qu'il va, par exemple, je sais pas, oui. au culte? Il fait tout le temps. Oui, il fait tout le temps de référence à la religion. Il se fait filmer dans les églises, etc. Oui, c'est un élément sur lequel il appuie. Mais je pense qu'effectivement, comme le dit Sylvie Bermann, c'est un appel du pied au Sud global, ce qu'on appelle maintenant le Sud global, mais aussi au mouvement populiste européen. D'ailleurs, hier, une loi a été votée au Parlement bulgare interdisant de parler des sujets LGBT dans les écoles. Donc il sait aussi, Vladimir Poutine, qu'il y a des mouvements populistes au sein de l'Occident, et d'ailleurs sûrement toute une partie des manifestants britanniques en ce moment contre les migrants ne sont pas loin de penser la même chose, en considérant que tout ce qui est LGBT, la cérémonie d'ouverture, par exemple, des Jeux Olympiques. On imagine que ça n'a pas dû plaire à Vladimir Poutine. Voilà, mais pas seulement. Tous ces mouvements populistes pensent aussi que la décadence, ce qu'ils voient comme une décadence aujourd'hui de l'Occident, est la résultante d'une supposée prise de pouvoir par les communautés LGBT qui ont perdu la référence religieuse, la référence de la famille. Il faut savoir aussi qu'en Russie, il y a un grand problème démographique. Donc, il va au-delà du Sud global pour essayer de courtiser aussi les mouvements populistes européens, américains, parce que dans la droite républicaine américaine, il y a aussi des courants très anti-LGBT, très anti-woke, et qui considèrent aussi que les États-Unis ont perdu de leur grandeur chère à Donald Trump, qui veut la restituer à son pays. C'est son slogan. À cause de tout ce côté, alors je mets des guillemets pour les citer eux, décadent de l'Occident. Et ça, c'est un discours qu'il utilise, Vladimir Poutine, depuis un long moment, et il laboure le terrain sur ces idées-là, parce qu'il sait qu'en fait, il y a un écho quand même qui n'est pas majoritaire, évidemment, en Occident, mais au-delà du Sud global, ça peut avoir une résonance dans une partie de la droite occidentale. Et d'ailleurs, on le voit sur les images qui défilent depuis le début de cette émission. Eh bien, les hommes sont en tenue militaire, les femmes en costume traditionnel. Colonel Pierre de Jong, est-ce que ça va aussi avec le discours d'imposer, par exemple, des hommes d'une certaine virilité, si je puis dire? C'est le discours de Poutine, il est sous-tendu par deux mots, le mot tradition et le mot identité. Et je rejoins Catherine Gentil qui a à l'instant parlé du Sud global, mais à côté du Sud global, qui est un terme qui est utilisé non seulement par Poutine, mais par l'ensemble des pays du Sud global. Alors, je sais que c'est un terme qui est décrié, mais Poutine utilise régulièrement le terme d'Occident collectif. C'est qu'en fait, quelque part, Poutine recrée une espèce de mécanique intellectuelle autour de la guerre froide. On gère la frustration de Poutine depuis la chute du mur, depuis 1980. Donc en fait, il a recréé un modèle qui est un modèle anti-occidental. L'Occident collectif étant dégénéré, ayant toutes ses problématiques, etc., woke, etc. Et de l'autre côté, il y a une espèce de Sud global qui est proche de ses propres valeurs. Donc il défend les valeurs de chacun des pays qui constituent le Sud global. Il y a un point qui est très intéressant également, c'est une théorie complotiste qui a été écrite par un personnage en 90 qui s'appelle Anatoly Tikhonov, et ça s'appelle le milliard d'or. Le milliard d'or, c'est quoi? C'est une théorie que Poutine met en avant en permanence depuis quasiment 2-3 ans, en tout cas régulièrement, et il explique que le milliard d'or, c'est quoi? C'est les milliards d'occidentaux riches, qui a tout ce qu'il faut, et qui a dans sa stratégie globale, quelque part, d'asservir l'ensemble du Sud global pour lui prendre ses ressources naturelles, pour la dominer, en fait pour la recoloniser. Et ce discours est extrêmement fort, il est percutant, puisqu'aujourd'hui ce discours est reçu 5 sur 5. Ce qui fait qu'aujourd'hui le problème qu'on a, nous, Européens, nous, occidentaux, c'est qu'en fait, Poutine, grâce à cette politique globale liée au milliard d'or, liée à l'Occident collectif, etc., il réussit progressivement à nous isoler dans un monde un peu paradoxal qui est considéré comme sur le déclin, alors que lui considère que le monde de son monde à lui est un monde en expansion. C'est ça le cœur du problème. C'est une vraie mécanique de guerre froide. Il sait créer ce qu'on appelle un ennemi miroir.
Et ce qui est intéressant aussi de voir, vous le racontiez très bien, c'est-à-dire qu'il réécrit l'histoire, Vladimir Poutine, et vous allez le voir dans une des déclarations, eh bien il réécrit aussi la géographie, il redessine les cartes justement pour faire exister sa grande Russie. Nous avons trouvé dans notre cour constitutionnelle une copie d'une carte du XVIIe siècle dressée sous Louis XIV. Pourquoi je l'ai apportée ? Vladimir Vladimirovitch, il n'y a pas d'Ukraine là-bas. C'est la partie du Commonwealth polo-lituanienne. Pourquoi ai-je décidé de vous le montrer ? Parce qu'il y avait beaucoup de spéculations sur ses origines. Où, quoi et comment tout cela s'est formé. Eh bien, nous savons que ces terres faisaient simplement partie du Commonwealth polono-lituanien. Puis ils ont demandé à faire partie du royaume de Moscou, c'est tout. Et c'est seulement plus tard, après la révolution d'octobre, que toutes sortes de formations quasi-étatiques ont commencé à se former. Et le pouvoir soviétique a créé l'Ukraine soviétique. Et c'est bien connu. Avant cela, l'Ukraine n'existait pas dans l'histoire de l'humanité. Bon, allez, vous êtes effondrés là vraiment, je sens que... Ça me désespère parce que c'est le nœud du problème. En fait, il y a eu un État qui s'appelait la Rus de Kiev, qui a donné plus tard au 1721 le mot Russie. Russe, c'est pas Russie, c'est pas à traduire littéralement en Russie. Cet État féodal qui existait aux alentours de l'Ukraine, dont la capitale était Kiev, qui existait déjà alors que Moscou était sous des marais, cet État est à traduire comme Ruthénie en français. Et donc c'était un territoire, une capitale Kiev, une langue, une population, une histoire. Donc en fait l'Ukraine a commencé avec cet État féodal. C'est au XIIe siècle pratiquement que il y a des princes de la Ruthénie qui ont fondé Moscou, qui après a été annexé, a été pillé par les Mongols. Ça, c'est la véritable histoire ukrainienne. La langue ukrainienne, elle existe depuis longtemps. Sur cette fameuse carte que Vladimir Poutine regardait, c'était marqué pays des Cosaques. Les Cosaques, c'était en Ukraine. Hein. Les Cosaques se sont constitués avant tout pour lutter contre les Tatars. En fait, en gros, c'est ça. Après, il y a eu des Cosaques russes, etc. Il y a eu des Cosaques dans le Don aussi, qui étaient des descendants d'ailleurs des Cosaques Zaporog, qui avaient été déplacés, etc. Donc, quand on connaît pas l'histoire, en plus, moi, je suis médiéviste, donc évidemment, tout ça, ça me touche et ça, je vois le gap qu'il y a entre l'histoire qui a été créée de toutes pièces par la Russie, par l'Union soviétique, etc., qui ont pendant des siècles et des siècles supprimé, une volonté de supprimer tout ce qui était l'identité ukrainienne. Il y a eu pratiquement 200 oukases pendant toute l'époque tsariste pour supprimer la langue ukrainienne. Ça, faut le savoir. C'est qu'elle existait. On ne peut pas dire que la langue ukrainienne n'existait pas, puisqu'ils ont eu une volonté totale de vouloir la supprimer. Et tout a été comme ça. La première constitution européenne, c'était les Cosaques Zaporog qui l'ont fait en 1710. C'est dire. Et pourtant, dans la tête de Vladimir Poutine, commence à s'écrire un nouveau récit national. Ça ne commence pas, ça continue. En tout cas, là, il y a vraiment une démarche. C'est-à-dire qu'il demande à son gouvernement de développer un projet fédéral pour aller plus loin, pour faire la propagande, si je puis dire, de la Grande Russie. Jusqu'où est-ce qu'il peut s'arrêter, Sylvie Berman ? Là, en fait, il a toujours tendance à réécrire l'histoire. Il l'avait fait avec l'article de juillet 2021 en disant que la Russie et l'Ukraine, c'était un même peuple. Et à la veille de l'invasion, le rédacteur en chef de l'Écho de Moscou avait écrit « Il faut comprendre que pour Poutine, l'Ukraine n'existe pas ».
Et effectivement, il refusait de parler à Volodymyr Zelensky quand il a été élu. Il ne l'a pas pris au téléphone, il ne l'a pas reçu. Bon, il l'a vu une fois finalement sur les accords de Minsk à la demande d'Emmanuel Macron à Paris. Mais il y a effectivement cette négation de l'Ukraine. Et le discours qui tient en permanence, c'est de toute façon, il y a une partie qui est russe et puis l'autre partie qui est polonaise. Donc on n'a qu'à le donner à la Pologne et puis voilà, tout ça est réglé. Évidemment, ça n'a pas de sens. Et de toute façon, d'abord parce que c'est un pays indépendant et qui a été reconnu par les Nations Unies et à l'époque par la Russie. Et si on en revient à l'histoire, les Chinois peuvent montrer des cartes aussi, où du Baïkal au Kamtchatka, le territoire est chinois. Donc c'est très dangereux à chaque fois de se référer à des cartes du passé, parce qu'il y a eu des mouvements, des changements de frontières aussi. Jusqu'où il ira, son obsession, c'est effectivement la Grande Russie, le monde slave. Et le monde slave, pour lui, ou Novorossia, c'est l'Ukraine qu'il appelle la Petite Russie. Et c'est la Russie blanche, la Biélorussie, qui est déjà quasiment acquise. Et en tout cas, il le met en lumière. Il y a ces images le 28 juillet dernier du jour de la marine à Saint-Pétersbourg, justement, où on voit ces parades militaires, où Vladimir Poutine a encore cité Pierre Legrand, Catherine Gentil. C'est assez hallucinant de voir effectivement comment il exhorte cette Grande Russie et comment il la met en scène. Ah oui, mais il en est même arrivé, Vladimir Poutine, à essayer de revoir l'image de Staline. C'est-à-dire que cet homme qui quand même a incarné un drame épouvantable pour son propre pays, parce qu'on se souvient des dizaines de millions de morts dans les camps, éliminés, assassinés, condamnés, enfin vraiment un des cauchemars du XXe siècle. Parce que à l'époque de Staline, l'idée ce serait de dire c'était un pays qui était respecté, qui faisait peur aux autres, qui était incontournable sur la scène internationale. Donc il y a même une tentative de réhabiliter quasiment Staline. Donc on va de Catherine II jusqu'à Staline pour dire que tout le temps, finalement, la Russie a été un grand pays et qu'il y a eu ce petit problème. Lui, il dit que c'est la plus grande catastrophe du XXe siècle, justement la disparition de l'URSS, Vladimir Poutine, que donc il y a eu ce moment de fragilité, mais que maintenant il faut en revenir à la puissance de la Russie telle qu'elle est et de la manière dont le monde doit la voir. Donc tout ça a une cohérence. Alors pour les Occidentaux, évidemment, ça paraît un peu étonnant pour utiliser un euphémisme, mais dans la logique de Vladimir Poutine, c'est tout à fait normal. Et l'utilisation des cartes, alors ça, c'est un vieux principe qui est utilisé pour légitimer ce que vous faites. Là, en l'occurrence, il légitime son intervention militaire spéciale en Ukraine parce que, au bout du compte, il est chez lui en Ukraine. Donc, c'est pas la peine que l'Occident global en fasse toute une histoire. C'est juste un juste retour de l'histoire. Et c'est de cette manière-là dont il voudrait qu'on voit les choses.